Histoire de crime, un balado du journal. Chers collègues, bonjour. On va souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Valérie Gontier au micro. Je suis en compagnie de Maxime Delan. Maxime Delan, c'est mon nom. Maxime Delan, journaliste, photographe, patrouilleur, Michael Nguyen, qui est au Palais de justice de Montréal. Et on a une nouvelle recrue aujourd'hui avec nous. Bonjour. Camille Payan, qui Enchantée. fait partie de l'équipe des affaires criminelles, tout comme nous. Est-ce que, je sais pas si c'est vous, là, moi, ça commence à être un petit peu mon moment préféré de la semaine, de venir avec vous, Ben, moi, c'est parler de ce qui nous occupe. c'est vrai que c'est le fun, puis je vais vous le dire, c'est ma première fois à 4. C'est ta première fois à 4? Ben, on vit 2 premières. Ben oui, ma première fois tout court. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est dans les premières fois marquantes? On vérifiera Ben, ça. on verra comment tu te débrouilles. Aujourd'hui, on a un gros menu. On va parler d'un meurtre sordide. On va parler d'une bagarre mortelle. On va parler aussi de policiers qui se font foncer dessus. Ouais. Puis moi, je vais vous parler aussi d'un pédophile qui apprend pas de ses erreurs. Max, on commence avec toi. J'aurais quasiment envie de commencer avec toi, ton Est-ce histoire que- m'intéresse. Est-ce que... Ben, reste jusqu'à la fin. Oui. Ça va bien aller. Est-ce que nos policiers vont bien? C'est facile d'être policier à Montréal Est-ce ces que nos temps-ci? policiers vont bien? Je pense que oui, sauf qu'il y a des gens qui, visiblement, ont l'air de vouloir faire en sorte qu'ils aillent pas bien, parce que depuis quelques jours, ben je te dirais, si on remonte un peu plus loin, ça fait plusieurs fois que ça arrive où des voleurs de chars, des voleurs de voitures foncent délibérément vers des policiers. Puis, pas plus tard que lundi, dans la même journée, 3 événements similaires où des voleurs de véhicules qui sont que les policiers essaient de contrecarrer leur plan, qui arrivent sur les lieux, les suspects foncent délibérément vers des policiers. On a vu ça à Dorval, on a vu ça dans la même journée dans Rosemont et dans Rivière-des-Prairies. Par chance, il y a seulement un policier qui a été légèrement blessé. Et là, moi, j'ai couvert tous ces événements-là. Je me suis arrêté, je me suis dit, je vais téléphoner à des policiers pour savoir, ils ont peut-être une réponse. Pourquoi tout d'un coup, il y a des gens qui commencent à foncer vers les policiers? La question se pose, là, on voit pas ça à chaque jour. Puis là, il y en Non, a eu parce 3 dans une journée. Ben, oui, puis anciennement, tu sais, on a tout le temps l'image du gars qui arrive sur le bord du char avec sa grosse règle. C'est encore l'image que j'ai, moi, dans ma tête, des voleurs de char. Mais détrompez-vous, c'est plus ça. Non. Ça se passe sur le dark web, on se procure tout l'attirail nécessaire, puis t'as pas besoin de grand-chose. Ouais. Souvent, juste un laptop, quelques fils, tu pitonnes certains trucs, tu te fais copier une clé, puis littéralement, ça prend, 30 secondes, voler une voiture? Donc, j'ai appelé plusieurs policiers du SPVM pour avoir le pouls un peu, parce que c'est surtout à Montréal que ça se passe, on va se le dire. Et ce que les policiers me disent, c'est que, premièrement, ça semble être la nouvelle façon de faire des voleurs. Tu sais... De quoi? De foncer sur les De policiers. foncer. Donc, c'est voulu, là. Ça fait partie du plan. Ça serait comme un genre de nouveau modus operandi. C'est quoi l'avantage de C'est faire quoi ça? l'avantage? Ben, Au contraire, ben, là, l'avantage de faire ça, c'est que eux, en fonçant sur les policiers, ce qu'ils veulent, c'est seulement les semer. Parce qu'ils savent que dès qu'ils ont semé, ne serait-ce que d'un coin de rue, les policiers partiront pas après eux autres. Parce qu'à Montréal, là, je vais dire, il n'y a pas de poursuite policière. Il peut y en avoir, mais les critères il y a pour moins de poursuites. Ouais. Ça. Il y en a pas. Non, mais il y en a pratiquement pas. Okay. Pour qu'il y ait poursuite policière, il faut qu'il y ait un danger imminent pour la vie d'une personne. Puis dans un cas de vol de véhicule, il n'y a pas de danger pour la vie de personne. Sauf que moi, marquez bien mes mots, là, de voir des gens comme ça qui essaient de se sauver de la police, qui foncent dans une autopatrouille, c'est une question de temps avant qu'il y ait soit un policier ou soit un citoyen qui soit happé mortellement par un voleur de véhicule qui s'enfuit d'une scène de crime. Question pour toi. Vas-y. Quelqu'un vole une voiture, le but, c'est de la voler, de la revendre. S'il rentre dans une autopatrouille, dans un policier, la voiture est accidentée, Mais ça vient pas de diminuer la valeur. Non, mais je me mets de leur point de vue. Parce que leur but, c'est de faire de l'argent. Ben oui. Oui, Là, ils font moins d'argent. Fort probablement, sauf qu'en se sauvant, ils vont peut-être abandonner la voiture plus loin ou peut-être, ils peuvent-tu la réparer? Ça, regarde, je suis pas spécialiste à ce point-là, sauf que s'ils réussissent à s'enfuir, la voiture va peut-être être abîmée, sauf que eux autres, du moment que tu réussis à te sauver avec un véhicule volé, eux autres, là, ils savent qu'ils se feront pas poursuivre. Puis même si le policier prend le numéro de plaque, ben c'est un char volé. Fait Max, qu'il se fera pas arrêter. On devrait inviter les voleurs de chars à lire le Journal de Montréal. Parce que, Michael, je te recule, il y a plusieurs semaines, là, dans les débuts là, du balado, tu nous as parlé d'une voleuse de voiture
qui avait écopé d'une peine, somme toute, peu significative. Hein? Mais que les peines sont appelées à augmenter. La semaine dernière, tu nous as parlé d'un individu qui a délibérément foncé sur un policier. Il y a eu combien? Il y a eu peine de 9 ans de prison. Ouais, mais lui, c'est un autre niveau, par exemple. Je comprends, Max, mais je sais pas dans quel monde on peut penser que de foncer en faisant par exprès sur un policier, ça va bien aller tes affaires. Puis je veux pas, tu sais... Puis moi, ce que je me demande, Matt, c'est est-ce que c'est un geste délibéré de panique ou ils y vont avec l'intention dès le début de les semer en leur rentrant dedans? Je pense que c'est pour se frayer un chemin parce que dans les 3 événements qui sont produits, il y en a un, pardon, il y en a un en particulier où c'est une autopatrouille qui s'en vient en sens inverse dans un sens unique. Fait que le suspect lui a juste foncé sur l'autopatrouille pour se frayer un chemin. Puis dans les 2 autres cas, c'est l'autopatrouille qui bloquait la route. Et le voleur, lui, il fait comme... Moi, il y a juste une autopatrouille qui me sépare de la liberté. Fait que fonce dans l'autopatrouille. Ceci étant dit, tu parlais des voleurs de véhicules. Moi, j'ai parlé aux policiers, je leur ai demandé, est-ce que vous avez peur? Tu vois que c'est une tendance qui semble gagner en intensité et il y a un sentiment d'insécurité. Est-ce que je vais dire peur? J'aurais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais il y a une certaine peur. Parce que c'est le fun d'être policier à Montréal ces temps-ci. Là, tu regardes 3 événements, puis il y en a combien des polices à Montréal? Il y en a vraiment beaucoup. C'est 3 événements, mais quand même. Là... Honnêtement, ça doit pas être vraiment le fun ces temps-ci. Exact. Tu interviens plus souvent qu'autrement. C'est des cas de santé mentale au centre-ville, de la détresse humaine. Quand c'est pas ça, ben tu vas sur des interventions, tu passes ton temps avec un cellulaire à 2 pouces du visage parce que tout le monde veut te filmer. On te taxe d'être raciste, de faire du profilage racial. Là, maintenant, c'est des voleurs de voitures qui te foncent dessus. Et ce qui est troublant, c'est que on l'a vu dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce la semaine dernière, encore un voleur de voiture qui a foncé en direction d'un policier. Et là, ça s'est mal terminé pour le suspect parce que le policier a sorti son arme, il a ouvert le feu, il a tiré 4 fois, il a atteint 3 fois le suspect. Et là, ce policier-là qui a tiré, moi, je sais que pour un policier qui tire, il y en a plusieurs qui tireront pas parce qu'eux autres, ils ont dans la tête, si ça se transporte devant les tribunaux ou le bureau des enquêtes indépendantes qui enquête sur l'événement dit « T'aurais peut-être pas dû utiliser ton arme », lui, il sait qu'il va y avoir un procès de plusieurs semaines qui va être basé sur la fraction de seconde qu'il a prise pour tirer ou pas tirer. Mais dans ce cas-là, mettons, il tire. Et je sais qu'aussi, pour avoir parlé à des policiers, ils me disent, on pense beaucoup, tout le monde a en mémoire le cas d'Éric Deslauriers. Ouais. Qui est Éric Deslauriers? C'est un policier de la Sûreté du Québec. En 2014, il poursuivait un jeune voleur de véhicules à Sainte-Adèle, dans la région des Laurentides, un jeune de 17 ans. Puis à un certain moment, le jeune a foncé sur le policier, Éric Deslauriers a sorti son arme et a abattu le jeune. 10 ans de procédure judiciaire. Il a été reconnu coupable à la base. Il a été condamné au pénitencier, mais au final, il a été acquitté. C'est tout récent. Au terme d'un 2e procès. Exactement. Ça a été super long. Moi, j'ai couvert les procédures. Fait que t'as un policier qui, lui, a senti sa vie en danger. Ouais. Il a abattu. C'est plate, là. C'est plate qu'un adolescent de 17 ans meure dans ces circonstances-là. Mais 10 ans de procédure judiciaire. Toi, t'es policière. As-tu envie de sortir ton arme, d'ouvrir le feu sur... Fait que c'est... Les policiers, je trouve que c'est pas une belle époque. Ça doit pas être bien le fun. Tu sais, à l'époque, on disait, moi, je m'en vais dans la police pour arrêter les bandits, puis on dirait que c'est comme de moins en moins ça. Puis il y a aussi le fait que des vols de véhicules, c'est des vols qu'il n'y a pas des grandes victimes, là. C'est plate de se faire voler un véhicule. Là, je vais t'arrêter. Mais là, ici, tu sais, oui, ça augmente les assurances et tout, mais ici... Ils ont peur de rien, là. Il y a eu des cas où il y a des gens qui sont partis avec le véhicule, il y avait des enfants sur la banquette arrière. Mais je veux juste s'arrêter, t'as dit, tu sais, les vols de véhicules, il n'y a pas de victimes. Il n'y a pas de grandes victimes. Il n'y a pas de grandes victimes. Ouais, mais ça, moi, j'aimerais ça qu'on s'intéresse à quelque chose, d'aller un peu plus loin dans ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que la plupart des vols de véhicules à Montréal, c'est souvent volé par des jeunes, soit des mineurs ou des très jeunes adultes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ces véhicules-là qui sont volés, c'est en vue d'être exportés. Puis c'est probablement le crime le plus payant et le plus facile à commettre. Exact. Tu sais, le ratio argent versus temps pour commettre le crime. Mais avec cet argent-là, tu sais, t'as 17 ans, tu voles des véhicules.
t'as la palette d'un poche. Puis avec cet argent-là, c'est prouvé qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui s'achètent des armes à feu. Ah non, mais bien Puis sûr. après, ben c'est ça. Oui, Puis oui, là, c'est un cycle de la criminalité. C'est ça, qui puis après, on a s'engendre, des bien sûr. fusillades, puis il y a des gens qui tombent sous les balles. Fait que de dire que le vol de véhicules fait pas de grandes victimes, j'apporte un bémol. Ceci étant dit, je termine là-dessus. C'est pas un vol qualifié, là, c'est ce que je veux dire, Max. Là. Ouais. Je comprends que ça amène une autre criminalité après, mais tu pars de mais là. après, ceci dit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire juste... Moi, on est déjà rentré dans mon véhicule, on m'a volé mon iPod à l'époque. On avait farfouillé, on avait tout fouillé. Je me sentais pas bien. Ah là, ouais, tu sais, le monde ah ouais. qui se font comme cambrioler chez eux, c'est un sentiment d'insécurité. Mais je veux juste terminer avec ce point-là. Comment on peut mettre un terme à ça? Et ce que les policiers me disent, c'est il faut arrêter, il faut faire en sorte que ce crime-là ne soit plus payant. Puis comment qu'on fait en sorte que ce crime-là ne soit plus payant? Parce que c'est les exportations. C'est quand on exporte ces véhicules-là que ça devient payant. Ça veut dire il faut empêcher que ces véhicules-là soient exportés. Puis tu sais, je disais avec ma blonde ce matin, on est capable de savoir exactement à quel moment l'éclipse solaire va arriver. On le sait des mois d'avance. On a envoyé quelqu'un sur la Lune il y a au-dessus de 50 ans. On n'est pas capable de vérifier dans les conteneurs au port de Montréal s'il y a des véhicules volés. Il y a vraiment du gros travail à faire. Absolument, à ce il y niveau-là. a une bonne problématique. Camille, cette semaine, il y a un juge qui a proposé une alternative à une sentence. Là. Il y a eu une sentence de prison, mais il y a eu une autre offre qui a été offerte à un individu qui a battu à mort un homme sans histoire. Exactement. En fait, c'est le juge Marc-André Gauthier au palais de justice de Saint-Hyacinthe lundi qui a décidé de donner une alternative aux 100 heures de travaux communautaires qu'il offrait à Adam Jourdain. En plus des 18 mois de prison qu'il va devoir purger dans les prochains mois, il a proposé d'aller faire des conférences dans les écoles pour expliquer les effets négatifs des excès de colère et de la violence chez les jeunes. Donc, Qui est Adam Jourdain? Adam Jourdain, en fait, c'est un jeune qui est allé dans un bar avec des amis voir une game de hockey, puis qui a malheureusement croisé le chemin de Ronald Webb, un sexagénaire qui avait décidé d'aller écouter une game de hockey tout seul, tranquillement, en buvant une bière parce qu'il n'y avait pas le câble chez lui. Et donc, il voulait aller écouter une game de hockey pendant les séries éliminatoires en mai 2022. Pendant ce temps-là, le groupe dans lequel Adam Jourdain était, il y avait des enfants qui se trouvaient dans le groupe. M. Webb a décidé d'essayer d'aller parler à un enfant. C'est pas très clair dans les procédures judiciaires qu'est-ce qui s'est passé exactement entre M. Webb et l'enfant. Mais quand on dit c'est pas très clair, ça reste à la discussion. Là. Ça reste à la discussion, Okay, non. okay. Il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien d'attouchement, de quoi que ce soit, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est dit entre M. Webb et l'enfant. Tout ça pour dire que la mère de l'enfant a tilté en bon français et s'est mis à le traiter de vieux pédophile partout dans le bar, à dire ça à ses amis, l'a poursuivi jusqu'aux toilettes, l'a poussé dans les toilettes, l'a invité très poliment à sortir du bar. C'est sorti, elle aussi, du bar, est allée le repousser et une fois que l'échauffourée a commencé, le père de l'enfant et M. Jourdain sont venus pour chasser le pauvre M. On a Webb. rajouté une couche. Là. Tu sais, le monsieur avait quitté la place, puis eux, ils sont allés en rajouter une Oui, couche. ils sont allés en rajouter une couche en allant le frapper. C'était un coup de poing. Un coup de poing, M. Webb est tombé et est mort 2 jours plus tard. L'accusé dans ce dossier-là, ou le gars qui a été condamné, c'était même pas le père de l'enfant. Non. Fait que c'était un ami du père, un ami du père qui avait entendu dire par la mère que le gars, c'était un pédophile parce qu'il avait parlé à un enfant. En gros, c'est ça. En gros, c'est absolument ça. C'est un gars complètement saoul qui a décidé de suivre son bon chum. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis, Lui, il est accusé d'homicide involontaire. Il était accusé d'homicide involontaire. Il s'est rapporté lui-même à la police parce qu'il y avait d'énormes remords dès les jours suivants. Il a arrêté de boire. Sa vie est de plus en plus rangée depuis. Puis je pense que le juge a été touché par sa situation quand même parce qu'il voyait à quel point M. Jourdain avait des remords face à la situation. Mais Camille, quand même, pendant les procédures judiciaires, il y avait tu sais, les parties proposent des sentences à un juge, puis c'est le juge qui tranche, puis il donne des arguments. Puis la couronne... C'était pas une énorme peine, là, ce qu'elle demandait, là. Non, la couronne demandait seulement 30 mois de prison, ce qui est quand même faible aussi, et la famille de M. Webb était vraiment en colère contre la suggestion de la couronne. On peut-tu comprendre une famille? Moi, mettons, je me mets à la place de cette famille-là. Ben, juste avant, est-ce que M. Webb, y a-tu des antécédents de pornographie? Pas du tout. C'est ça, un homme sans C'est un histoire. homme sans histoire. Un homme sans histoire, il y a absolument rien qui dit que c'est un pédophile qui aime les enfants. Ouais. Moi, je me mets à la place de la famille. Mon père qui s'en va regarder le hockey,
puis qui se fait frapper dans le visage par un inconnu qui meurt, puis après que la poursuite qui demande 30 mois d'emprisonnement et la défense demandait quoi, 18 mois? Demandait 15 mois. 15 mois. Ouais. Puis que le gars pogne 18 mois, Chambaud, je sacrerai pas, là, mais... Je comprends, mais oublie pas une chose, là, c'est on sentence un individu, il y a un crime, il y a une intention, tu donnes quoi? La sentence à vie? Sans dire la sentence à vie. Mais c'est un vol qualifié, une sentence à vie. Puis on le voit souvent, les gens, ils cherchent vengeance. Mais la justice, c'est pas chercher la vengeance, c'est punir un crime. Puis là, de ce que je comprends, mais c'est punir un crime, mais c'est quasiment... Il y a un monsieur qui est innocent qui est mort. Ouais, puis c'est pour ça qu'il a été condamné. C'est exactement... pour ça que la couronne demandait 30 mois. OK, il a été condamné. En tout cas, là-dessus, on s'en rejoindra jamais. Non, mais on c'est exactement jamais. ce que le juge a essayé d'expliquer au fils de la victime, qui est allé lire une longue lettre de plusieurs minutes fustigeant la proposition de la couronne en disant qu'il connaissait quelqu'un qui avait eu 10 ans de prison pour un crime similaire. Puis le juge l'a bien expliqué que dans des cas comme celui-ci, on va jamais aller au-delà de 5 ans de prison. Il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de trucs par rapport au geste, c'était pas prémédité, c'est seulement un coup de poing, il y a énormément C'était pas prémédité, mais il y a quand même eu... Moi, c'est... Camille t'a écrit récemment sur 2 joueurs de soccer là, qui se sont chicanés pendant une partie. Oui. Puis il y a eu un coup de poing, puis le gars, il est mort. Ouais. Je veux pas excuser le crime, je veux pas minimiser ça. Là, la violence, on ne donne pas de coups. On ne frappe pas, mais parce que ça peut tuer. Mais dans ce cas-ci, moi, c'est le fait qu'il a été pourchassé jusqu'à l'extérieur, le fait qu'il y a eu comme un acharnement puis sur lui. Escalade, il y a eu une escalade, il y a eu plusieurs personnes impliquées. Lui, il était seul contre un groupe de gens sous. Moi, c'est là où j'entendais le fils de la victime, tu sais, on peut pas dire c'est un geste isolé, parce qu'un homicide involontaire, c'est tout et rien, là. Ouais. C'est tout ou rien. J'ai déjà couvert un cas d'homicide involontaire d'un jeune qui voulait pas que son ami quitte le parc, puis il disait comme va-t'en pas! Puis il lance une bouteille de bière dans les airs, et malheureusement pour lui, la bouteille a atteint l'arrière de la tête du jeune qui s'est effondré, qui est mort. Homicide involontaire. Mais j'en reviens à ce que je disais, tu sais, puis tu l'as bien dit. Fait que tout ça part d'un monsieur qui est pas un pédophile, qui veut juste regarder le hockey, puis 2 semaines plus tard, sa famille est en train de l'enterrer. Ouais. Pourquoi? Pour absolument rien. Fait que moi, je peux comprendre le C'est fils. pour ça, je crois que la famille trouvait ça incompréhensible. Puis c'est difficile de se mettre dans la peau de cette famille-là qui ont perdu un père, un grand-père, qui ne pourra jamais voir ses petits-enfants, pour une raison qui est aussi obscure, nébuleuse, qui n'a aucun sens aux yeux de personne. Puis je pense que peu importe la sentence, on ne pourra jamais faire un sens à ce qui s'est passé. Ça me fâche, moi, ces histoires-là. Il est mort comment ton père? Ah, il s'est fait péter à gueule dans un bar parce qu'on pensait qu'il était pédophile, mais il l'est pas. Mais c'est ça qui est compliqué, parce que tu regardes, il y a toute une succession d'événements. Un homme complètement innocent va parler à un enfant. Si toi, t'es dans un restaurant, tu tournes la tête, tu vas faire quelque chose, tu vas à la salle de bain, tu vois qu'il y a un monsieur qui parle à ton fils de 5 ans. Non, mais je veux dire, tu vas pas bien apprécier. sûr que je vais faire une scène, là. Viens parler à mes enfants, puis elle a l'air louche auprès de mes enfants dans un bar. Puis c'est ça la différence entre un crime, pas crime, c'est la succession d'événements, puis c'est tellement malheureux, on a l'impression que c'est une série de quiproquos, on sait pas ce qui s'est dit, on sait pas comment ils ont réagi, c'est un drame. Mais en même temps, c'est ça, on va-tu lui donner la prison à vie? Non, mais il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de couteau. C'est ça. Puis c'est ça, les juges, c'est ce qu'ils regardent. C'est ce qu'ils regardent, c'est de voir aussi la personne, le but d'une sentence, c'est aussi de réhabiliter. Là, le juge, il n'a pas dit, c'est pas grave, t'as bien fait, t'as raison. Il y a eu un crime, puis le message, c'est, on peut pas se faire justice soi-même. Ce qui aurait dû se passer, le monsieur aurait peut-être pas dû aller parler à un enfant qu'il connaît pas, parce qu'en 2024, ça se fait plus. Il y a ça, mais ils auraient pu appeler la police. Laisser la police gérer la situation. Oui, évidemment. Puis ce monsieur-là, je suis pas sûre qu'on va le revoir devant les tribunaux. T'sais, on n'a pas une boule de cristal, mais c'est une personne qui a compris puis qui comprend les conséquences de ses gestes. Effectivement, puis je pense que c'est pour ça que le juge a tenu à offrir cette sentence-là qui est quand même spéciale, on peut le dire. Une peine de détention qui est pas très grande, des travaux communautaires, des conférences dans les écoles, à avoir également... Ça, les conférences dans les écoles, Camille... S'ils veulent faire. Camille, elle a fait un petit appel à tous dans notre équipe de « Bonjour, avez-vous déjà vu ça? » Parce que moi, j'ai vu ça une fois. Mick, je sais pas si t'as déjà vu un juge suggérer des conférences, là. Moi, j'ai vu ça une fois dans un cas d'alcool au volant. C'était un petit jeune qui était sorti le soir puis qui avait happé une joggeuse aspirante policière qui, elle, a failli mourir.
Puis elle était très présente sur les réseaux sociaux après, tu sais, pour parler des conséquences d'alcool au volant. Puis il avait demandé à ce que le jeune fasse des conférences avec elle dans les écoles. Wow. J'ai vérifié, ça n'a jamais été fait. Ah ouais, mais c'était pas comme dans ses... Tu sais, lui, je sais pas, il va être obligé de le faire? Non, c'était un choix, en fait. Il peut faire des travaux communautaires comme n'importe quel condamné à des travaux communautaires ou faire des conférences dans les écoles qui vont entrer dans C'est lui qui a choisi ça? Non, c'est le juge qui a fait ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a choisi. Ben, en fait, ça va être fait après sa période de détention, puis 18 mois pour y penser. Mais quand même, mais ça pourrait être... Non, mais je trouve pas ça mauvais. Non, mais moi non plus. On avait vu, je me souviens d'une histoire dans le Bas-Saint-Laurent, un jeune, 3 pistoles, je pense. 2 jeunes dans une cour d'école, il y en a un des 2 qui avait frappé l'autre, le jeune était mort. Mais dans les, ça serait bon d'aller mal une vie. Ouais. Ça part mal une vie, puis c'est important, là. On en a tous entendu parler des histoires de gauchos à sortie des bars qui tapochent dessus dans le bar, mais il s'agit que le coup de poing soit donné au mauvais endroit sur la tête ou que tu tombes mal. Puis ça a des conséquences vraiment tragiques, là. Puis je pense que la plupart des batailles de même à la sortie des bars, ça doit tout être pour des excellentes raisons. Hein. Ça doit être super important. Ouais. Mais... à suivre. Ouais. Cette histoire-là, ça fait... Moi, je trouve ça important de parler de ces histoires-là parce que si ça fait en sorte qu'il y a une personne qui a un petit moment de lucidité en sortant d'un bar pour une excellente raison veut frapper quelqu'un, ben ça sera ça. Puis... J'imagine le gars pacté qui dit m'en allait, il revient chez eux, il dit à sa mère le gars, je l'aurais punché, mais j'ai écouté le podcast du Journal de Montréal puis j'ai changé d'idée. Il s'agit qu'il y en ait un qui fasse ça, puis on aura réussi notre journée. Michael, toi, t'as couvert un procès assez particulier. Faut l'expliquer, en ce moment, il y a un jury qui délibère au moment d'enregistrer, toujours en train de délibérer, pour une histoire de meurtre. Mais le jury n'a pas tous les morceaux du casse-tête entre les mains en ce moment pour prendre sa décision. C'est vraiment une histoire rocambolesque. On parle de peut-être des mauvaises décisions. Une fête entre amis dans le secteur La Salle à Montréal, chez Véronique Manceau, une femme qui actuellement a 38 ans. Ça boit, ça fume un petit peu, et ça se termine avec des coups de poignard et un corps dans un baril dans le sous-sol de la résidence. J'ai-tu votre attention? Oui, on a tout à fait ton attention. C'est un procès pour meurtre qui s'est déroulé. La femme, Véronique Manceau, est accusée de meurtre prémédité, d'outrage à un cadavre, pour ce qui est arrivé ce soir-là. Les policiers, ils avaient reçu quelques jours plus tard un appel anonyme pour dire il y a un cadavre qui se trouve dans un baril dans le garage de cette résidence. Les policiers arrivent, au début ils croient un canular, ils rentrent dedans et là ils voient le corps. On peut imaginer tout le branle-bas de combat qui se fait, des analyses, perquisitions, mandat de perquisition, arrestation de Véronique Manceau. On est prêt, on a de la preuve, la pathologiste fait une analyse, il retrouve les coups de couteau, sont capables de déterminer la cause de la mort. Mais un petit détail, les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition au moment où ils rentraient dans le garage. Et comme l'appel, c'était une personne qui est morte, ben, il n'y avait pas d'urgence à rentrer. Résultat, la couronne, le poursuivant qui a fait le procès, n'a pas pu utiliser les témoignages des policiers qui ont trouvé le corps, n'ont pas pu utiliser le corps en preuve, n'ont pas pu utiliser les rapports pathologiques, les rapports toxicologiques, donc en gros tout ce qui en général permet de faire condamner une personne, de faire une preuve hors de tout doute, ben ils l'avaient pas. Donc on a un monsieur qui est mort, mais on sait pas il était où, on sait pas il est mort de quoi, donc le jury doit déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Les gens dans la salle le savent pas, mais nous on le sait. Nous on le sait parce qu'il y a eu des décisions du juge pour exclure de la preuve. Parce que au Canada, dans la société, les policiers n'ont pas tous les droits. Mais non. Et ce serait bien trop facile sinon. Un policier, ben, s'il peut rentrer chez n'importe qui pour faire des vérifications, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer chez son ex pour voir si elle a un nouveau chum? Puis, pour éviter ce genre de situation, qu'il y a des règles qui sont strictes. Et dans certains cas, ben, quand on ne respecte pas les règles, ça amène à ça. Ceci dit, il faut souligner la force de la couronne qui a quand même réussi à faire une preuve. La preuve avec qui? Avec un ado de 17 ans qui était là, qui d'ailleurs, lui, avait plaidé coupable de meurtre et qui a écopé de 9 ans de garde d'incarcération parce qu'il était mineur à ce moment-là. Il y a une autre personne qui a plaidé coupable qui, depuis, est décédée. Une autre femme qui était là, qui va subir son procès
bientôt pour... Donc, des témoins oculaires, des gens qui étaient présents, qui ont pu raconter comment la victime est décédée. Exactement. Puis on voit, c'était absolument atroce. Jimmy Meto, 28 ans, consommateur de drogue, personne très sympathique, ce que dit tout le monde. Sauf que, de ce qu'on sait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est le jury qui va décider. À un moment, Véronique Manceau, elle se dit, elle prend du crack, puis elle se dit, lui, c'est un espion à la solde de mon ex-copain. Une dispute éclate. Une autre histoire avec des motifs très, très solides. Des motifs allégués. Très solides. C'est pas elle qui est venue le raconter. Exactement. Elle a gardé le silence, mais c'est son droit. Et il a commencé à se faire battre, il a essayé de s'enfuir, il s'est fait rattraper. Tout le monde s'est mis à le battre. Ils ont été chez lui servir un dernier repas avant de le tuer. C'est un peu triste comme dernier repas, je trouvais. Un pâté au poulet Saint-Hubert surgelé. Ouais. Ensuite, il a été forcé à boire du liquide inflammable. Ils ont comme simulé une noyade, là. Une simulation de noyade, mais avec du liquide inflammable. Ensuite, pour être tué et jeté dans un baril rempli d'eau de javel, on n'a pas plus ignoble comme mort. C'est pour ça, d'ailleurs, ils sont accusés d'outrage à un cadavre. C'est vraiment sordide. Tu sais, c'est à se demander à quel point ta soirée dégénère. Ben, c'est qu'à la base, tu l'as dit, tu sais, je t'ai pas interrompu au début, mais tu disais, ça buvait, ça fumait pas juste du pot, là. Non, bien sûr, c'est des grands consommateurs de drogue, là. Tu sais, il suffit de voir, promenez-vous un petit peu au centre-ville de Montréal, ben oui. Là, les gens sur le crack, sur l'héroïne, tu vois faire des affaires, tu te dis, voyons, vraiment, tu sais, fait mais le message, est-ce que je suis surpris dans quelque ce cas-ci, chose ce qui est particulier, on parle pas d'itinérants accros à la drogue, on parle de gens qui sont tous, somme toute, très fonctionnels, qui travaillent, qui vont... des gens d'apparence tout à fait normaux. Puis ça, on en parle très, très peu. C'est les consommateurs de drogue invisibles. Puis ça, je parle à beaucoup d'intervenants. Faut s'enlever de cette idée que le consommateur de crack est dans la rue en train de chercher la roche qu'il a fumée. Non. Il y a des consommateurs d'héroïne, de crystal meth, très fonctionnels, qui travaillent. C'est quand ils rentrent chez eux que là, ils consomment et que ça va mal, mais personne ne le voit. C'est un drame invisible. Je parlais récemment de la trafiquante de drogue, là, qui est maman, qui on se demande si un juge va l'envoyer en prison ou pas, vu qu'elle est maman. Puis on parlait justement des ravages de la drogue. C'est ça, c'est pour ça que les trafiquants de drogue devant les tribunaux ont des peines vraiment sévères, parce que il faut voir c'est quoi c'est qui les victimes de ces trafiquants-là. Puis ça, c'en est un bon exemple. Mickaël, rappelons-nous quand il y avait eu des arrestations là-dedans, quand ce meurtre-là a été solutionné, rappelez-vous comment ça frappait l'imaginaire. Qui a été accusé là-dedans? Une femme et un adolescent accusé de meurtre prémédité. On s'entend que c'est un scénario qu'on voit rarement, mais dans ce cas-ci, maintenant, on a la trame factuelle puis on comprend un peu qu'est-ce qui a pu se passer. Puis après, j'ai une pensée pour les jurés parce qu'eux, ils sont séquestrés. Donc, ils sont complètement coupés du monde et ils ne savent pas tout ce qui se passe. Ils vont rendre un verdict basé sur la preuve qui leur a été présentée, mais j'essaye d'imaginer, de me mettre dans leur tête, quand ils vont sortir, ils vont rendre le verdict acquitté, meurtre premier, meurtre deuxième, homicide, voie de fait. Puis là, ils vont pouvoir se renseigner et voir dans les médias tout ce qu'ils ne savaient pas. Et est-ce qu'ils vont... Comment ils vont penser? Ils peuvent pas le dire. Présentement, c'est secret. Ils sont au palais de justice. Tu sais, parce qu'on dit souvent ça, le jury est séquestré, pour expliquer aux gens... Ils se réunissent pendant la journée, mettons, ils sont vraiment de 8 séquestrés, à 5. Max. Ils retournent pas chez eux, ils dorment à l'hôtel. Il y a un autobus qui les amène. Il y a toujours des constables spéciaux qui sont avec eux pour être sûr que personne leur parle. Qui regardent pas ils ont leur téléphone. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'appareil électronique. Ils ont aussi pas le droit de parler de la cause. Mettons que tu as 3-4 fumeurs dans le lot, là, puis ils vont fumer. Ils n'ont pas le droit de se mettre à dire, ouais, fait que toi, tu penses qu'il est coupable ou il est pas coupable. Non. Tu parles de ta vie, tu parles de ton chien, tu parles de ton chat. On parle d'une vraie séquestration. Oui. Mais qui est légal, puis le juge le dit souvent, une séquestration, c'est un crime. Mais dans ce cas-ci, nous, on se donne le droit de vous séquestrer, et c'est tout à fait légal. Puis ça peut être long, parce qu'ils délibèrent, ils sont séquestrés jusqu'à ce qu'ils rendent un verdict unanime. Le record au Canada, c'est 28 jours, coupés du monde. Wow, 28 jours! Une affaire de meurtre à Val-d'Or. Ah ouais, 28 jours. On a déjà eu des 21 jours. Un verdict unanime? Un verdict unanime au bout de 28 jours. Au bout de 28 jours, il y en a un qui a dit « Hey, c'est correct! » Mais moi, j'ai déjà assisté à un procès, là, c'était pas une affaire de meurtre, là, mais une affaire où le jury arrive et dit « On ne s'entend pas, on ne s'entendra pas. » Puis il faut dans ça, il y a une dissolution du jury, puis on recommence.
t'as aussi le reste de la vie d'une personne entre les mains. Absolument. C'est Et plusieurs années, si on doit faire un nouveau procès, c'est allonge les procédures judiciaires. Absolument. Les gens doivent revenir témoigner, autant pour l'accusé, les victimes, les témoins. Oui, bien sûr. C'est de la pression pour les jurés, c'est une lourde responsabilité. Souvent, la majorité des gens essaient de trouver une excuse pour pas le faire, mais ce qu'on rappelle tout le temps, c'est dans une démocratie, c'est la seule obligation. Aller voter, on n'est même pas obligé, mais être juré, être candidat juré, qu'on soit la lettre, là, c'est le seul prix à payer pour vivre dans une démocratie. Ouais. En fait, c'est pas si mal qu'on y pense. Là. Oui, mais en même temps, tu t'assois pendant 2 mois de temps dans une salle d'audience. Ah, mais ça doit pas être tout le monde qui a envie. C'est pas tout le monde qui aime ça. Des fois, tu vois des choses que t'as pas envie de voir. Exactement. Eux, là, on leur a épargné, là, les scènes de crime parce que c'était pas admis en preuve, là. Mais quand on pense à des crimes notoires, là, Guy Turcotte, ou est-ce qu'il y a un citoyen, lui, il a rien demandé à personne, puis il voit des corps... Ils se font prévenir quand même. Ils se font prévenir, Mick, mais c'est pas tout le monde. Il y a du monde, on leur raconte nos histoires. Là. Nous, ici, on se parle de ce qui occupe notre quotidien. Là. C'est quotidien qu'on travaille sur ces histoires-là. Puis les gens, des fois, on leur en parle, puis ils sont comme genre là, puis ça les intéresse pas parce que pour eux, ils veulent pas le savoir. Puis il y en a pour qui voir le corps d'un enfant qui a reçu 49 coups de couteau, ben ça va les marquer à vie. Là. Faut penser à ça. Donc, tu sais, le rôle de jurer, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est important, mais qui est quand même une tâche... C'est important de le dire, par exemple, au moment où on enregistre, c'est ça, le juré est séquestré, toujours. Il n'y a pas encore de verdict qui a été rendu. Exactement. Mais ça pourrait venir dans les prochaines heures, prochains jours. On le sait pas. Peut-être qu'ils vont passer tout le week-end. Moi, j'ai déjà vu ça. Ça serait bon battre le 28 jours. Tu sais, comme 7 mois séquestrés. OK. Moi, je vous parle d'une histoire quand même un peu pathétique. On parle ici d'un pédophile récidiviste qui est connu des policiers, connu même du public parce qu'à l'époque, on avait écrit sur lui, qui a été pincé à nouveau par les policiers parce qu'il a été pris à son propre jeu. Il a décidé d'inventer un scénario rocambolesque, sordide, dans lequel il écrivait avec une camarade de classe, c'est même pas une amie, là, c'était comme une collègue qu'il connaissait peu, qui gardait un enfant de 3 ans, donc là, il lui dit « Je garde un enfant de 3 ans », il se montrait un peu insécure, donc elle, comme bonne personne, dit « Ben, écris-moi, hésite pas, hein, je peux t'aider ». Et là, il parlait de douleurs, que l'enfant avait des douleurs au pénis, qu'il y avait des... Il envoyait aussi des images d'un pingouin qui fait une fellation, là. Tu sais, la fille est comme au début « Ah, ben oui, bien sûr, je vais t'aider », puis à un moment donné, elle est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Photo de pingouin qui fait une fellation. Donc, il y a eu tellement de doute dans sa tête qu'elle a eu le réflexe de mettre le nom, de googler l'individu. Philippe Saint-Jacques. Lorsque tu googles ce nom-là, tu retrouves des articles qu'on a écrits il y a 10 ans. Philippe Saint-Jacques, un pédophile récidiviste. Lui, là, son modus operandi, là, c'était vraiment troublant. C'est une personne qui disait, était un blogueur, et il disait qu'il venait de recevoir un diagnostic là, de trouble du spectre de l'autisme, et il approchait des mamans. Il s'était inscrit sur des groupes Facebook de communautés, de parents, d'enfants autistes, et il leur parlait, puis il allait chercher des conseils. Puis à un moment, il disait qu'il y avait des problèmes d'hygiène. Et il disait, puis c'est quelque chose qui est quand même commun, semble-t-il, ouais. Donc, les mamans étaient attendries, puis essayaient de lui donner des conseils, mais à un moment donné, il était insistant. Et il y en a certaines qui sont même venues à montrer des photos, des vidéos d'elles qui lavent leur enfant. Il a même assisté à des périodes de bain. Il a assisté, donnait le bain avec la maman à un enfant. Et pendant ce temps-là, il faisait des images, il faisait des vidéos, des photos en cachette. C'est tordu en baptême. Donc, c'est comme ça qu'il s'est fait une collection d'images de pornographie juvénile à l'insu de ces mamans-là qui, elles, de bonne foi. Puis, tu sais, il n'y en avait pas une, il n'y en avait pas 2 qui ont fait ça. Là. Il y était vraiment plusieurs. Mick, tu te rappelles, il y en avait des parents qui étaient venus au palais de justice. Moi, j'avais parlé à ces mamans-là. Pas des connes, là. Tu sais, c'est pas... Puis c'est vrai que ça a l'air facile de dire ouais, on sont ben nounounes d'avoir fait ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais c'était crédible et elles sont plusieurs à avoir accepté de faire ça. Elles s'étaient senties
lésé, leurré. Là. Puis comment il a été attrapé? Ben, à l'époque, il y avait comme évidemment une enquête de la police, là, mais il y avait également un enquêteur privé qui s'était mis le nez dans ce dossier-là, puis qui avait vraiment parlé à plusieurs parents, qui avaient réussi à faire le lien. Puis tu sais, les premiers parents qui ont porté plainte, là, c'est parce que eux, ils croyaient que Philippe Saint-Jacques faisait affaire avec eux, seulement avec eux, là, mais quand ils ont réalisé que lui, il demandait ça à plein de mamans, c'est là qu'ils ont fait comme « Ah ben, tu sais, on s'est fait avoir. » Mais l'histoire, tu l'as pas dit encore. Il était-tu vraiment autiste? Oui. Aujourd'hui, là, récemment, il a été arrêté comme il y a 1 an parce que, et ça a été dit dans la salle de cours, qu'il est autiste. Okay, okay. Oui, absolument. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, rappelez-vous, là, comme je vous expliquais tantôt, il y a une madame qui a appelé la police, hein, qui a dit comme, hey, là, il y a un pédophile qui m'écrit, qui me dit qu'il est avec un enfant de 3 ans. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez? On débarque. On a là, le but est d'aller mettre un enfant en sécurité, là, bien sûr. Il arrive là, il n'y a pas d'enfant. Il n'y en a pas d'enfant. Il a tout inventé ça. C'était inventé. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est fait prendre à son propre jeu. Donc, il a été pincé avec un scénario inventé de toutes pièces. Mais c'était quoi son but? Ça, on le sait pas. Tu sais, puis ce qu'on sait pas non plus, c'est cette dame-là, elle avait-tu un enfant? Est-ce qu'éventuellement, lui, ce qu'il recherchait, c'est qu'elle lui envoie des photos du pénis de son enfant? T'as vu? Oui. Moi, j'aime ça synthétiser. J'aime ça synthétiser ça. Fait que t'as un gars autiste qui a déjà été condamné pour pédophilie. Ouais. Il écrit à une fille qu'il connaît, qui garde un enfant, que l'enfant a des problèmes de pénis. Fait qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de problème de pénis, il n'y a pas de rien de ça. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il a été arrêté, là, finalement. Savez-vous pourquoi? Parce que les policiers, en cherchant l'enfant, les photos de l'enfant, les photos du pénis, ils ont retrouvé quoi? La pornographie juvénile dans son ordi. Ah. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il s'est fait pincer à cause de lui. Là. Lui, s'il avait pas fait ça avec cette madame-là... Ça doit être un fantasme ou quelque chose comme ça. Peut-être, effectivement. Puis la photo qu'il avait envoyée, parce qu'il avait envoyé une photo d'un enfant, là, juste pour dire comme « Hey, c'est lui, je garde », c'était une photo qu'il avait trouvée sur Instagram, puis qui avait été comme croppée, là. Donc, je sais pas, là, note à nous-mêmes de pas mettre de photos de nos enfants sur les réseaux sociaux. Oui, mais non, mais tu comprends-tu? C'est quand même une photo qui a été utilisée. Puis, donc, lui... Ici, on parle vraiment de quelqu'un qui apprend pas de ses erreurs, tu sais, puis apprend pas non plus... C'est quelqu'un qui a une réhabilitation qui est vraiment difficile. Puis c'est drôle parce que ça donne comme ça, là, je vous parle beaucoup de pédophiles ces temps-ci, mais cette semaine, pas plus tard que cette semaine, j'ai écrit sur un pédophile qui, lui, il voit tellement sa pédophilie être en progression. La pornographie juvénile qu'il cherche, puis qu'il trouve, puis qu'il partage est de plus en plus sordide et violente, qu'il a demandé à un juge de le garder détenu le plus longtemps possible. Ben, c'est que t'as 2 types de pédophiles. T'as les gens comme ça qui réalisent qu'ils ont une déviance, un problème, puis t'as ceux comme André Fèvre, qui est à la tête du club social de pédophiles, qui lui pense que la pédophilie devrait être reconnue comme une orientation sexuelle, qui a été remis en liberté. Il est rendu à quel âge? Pas loin de 80? Quelque chose dans le genre, puis il continue, il a été réaccusé récemment. Oh oui, parce qu'il tient tout près des crèmeries, des garderies, il aborde des enfants. Il y en a justement comme ça qui comprennent rien, mais tu sais, je lève mon chapeau à... Je veux dire, c'est... Je m'en allais me mettre les pieds. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Reconnaître son problème, c'est déjà un premier pas. Mais tu peux pas guérir de ça. Ben non, mais c'est ça. Donc, dans le cas de Philippe Saint-Jacques, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est que cet individu-là avait des conditions. Mickaël, toi, la dernière fois que tu as écrit sur lui, c'est qu'il avait pas le droit pendant comme plusieurs années d'avoir des appareils électroniques sur lesquels il pourrait aller naviguer puis trouver. Quand ils sont allés chez lui, ben, il y avait un téléphone dans ses mains, il y avait une tablette, il y avait un ordi. C'est un peu ça le problème, là. Et donc, il contrevenait déjà à une ordonnance. Donc là, quand ils ont fouillé dans les appareils électroniques, ben ils ont retrouvé encore une fois de la pornographie juvénile, puis de la pornographie juvénile là à un niveau quand même assez trash là. Donc ça a tout été décrit en salle d'audience. Ce qu'on voit souvent, c'est il y a de l'aide qui est disponible. Quand ils vont en détention, ils ont des programmes, ils ont de l'aide, mais après c'est la personne qui doit prendre cette aide-là. Elle peut ne pas le faire. Ouais. Mais après, on rentre dans le cycle. Puis c'est important de le rappeler que l'aide qui est faite, c'est aussi pour protéger la société. Parce que j'entends déjà dire, enfermez-les puis gardez-les en dedans, là. Mais en même temps, à un moment donné, il faut les faire sortir. Fait que c'est protéger la société aussi. Donc oui, ça a un coût. Mais c'est un coût que quand on regarde au final, protéger les enfants, c'est l'avenir.
Fait faut les protéger, puis oui, ça a un coût. C'est bien beau. Mais dans le cas de Philippe Saint-Jacques, tu sais, à l'époque, il y avait eu des peines peu significatives parce que c'était des premières offenses. Ensuite, il y a eu des récidives qui fait qu'il était resté détenu. Là, il avait pas été libéré. On voit qu'il a repris sa vie, tu sais. Il a été... Puis malheureusement, ben, on le retrouve encore une fois 10 ans plus tard. Moi, je réécris sur ce même individu-là, puis tu sais, c'est triste. Est-ce que le fait qu'il soit autiste va avoir un impact sur le type de sentence? Assurément. Je ne suis pas juriste, là, mais tu sais, assurément, Michael. C'est sûrement un facteur qui va être prendre, considéré parce qu'ils doivent donner une peine qui est faite sur mesure pour la personne. Mais là, ça fait combien? S'il est condamné? Là, il a plaidé coupable, il a reconnu ses torts. Ça fait combien de fois, là? Ça fait quelques fois, parce que j'ai de la misère à dire combien de fois il a récidivé après que j'ai écrit sur lui. Au minimum parce 3 fois. Il y avait eu d'autres dossiers qui s'étaient ajoutés. Donc, il y avait eu comme la première époque, il y a 10 ans, on avait écrit sur lui. Puis là, maintenant, on se retrouve aujourd'hui, puis on le revoit encore devant la justice. Mais la couronne, elle avait annoncé qu'il allait avoir certainement une peine de détention. Lui, il est détenu là, depuis qu'il a été arrêté. Là. J'espère qu'il va y avoir une peine de détention. Morale de l'histoire, googlez vos collègues de classe. Ben peut-être. Oui. Effectivement. Surtout quand on vous demande des conseils pour un enfant qui a des problèmes avec ses parties génitales. C'est ça vraiment la dernière phrase? C'est ça la dernière phrase du podcast. Hey, c'était le fun. Hey, merci beaucoup. Merci. Tous les articles discutés dans ce balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.